Merci beaucoup. Un témoignage d'André Fauteux. C'est un remerciement pour l'invitation. André Fauteux a été très important au Québec et même au niveau mondial pour attirer l'attention vis-à-vis des effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Et je suis ici aujourd'hui pour vous prouver que je dirais, les hypothèses faites par l'industrie pour montrer qu'il n'y avait pas d'effet des ondes électromagnétiques sont totalement non fondées. Alors, ça va me faire très plaisir de faire ça. Alors, comme vous voyez ici, je suis vice-président de la Commission internationale sur les effets biologiques des champs électromagnétiques. C'est une commission de scientifiques, de gens qui ont en fait travaillé sur le sujet. Parce que vous savez, à l'Organisation mondiale de la santé, quand on fabrique des comités pour évaluer les ondes électromagnétiques, on invite seulement des gens qui viennent de l'ICNIRP et des gens qui ne sont pas vraiment spécialistes. L'ICNIRP, c'est le commando de l'industrie pour garder les limites électromagnétiques extrêmement hautes. Donc, on peut s'assurer du résultat de leur délibération de cette manière-là. Bon, maintenant, passons au sujet. On va parler de quoi? De l'exposition aux champs d'extrêmement basse fréquence, exposition aux radiofréquences, classement du Centre international de recherche sur le cancer, les missions de la Commission internationale sur les effets biologiques, l'écart de protection entre les différentes limites de sécurité, les fausses pistes de l'industrie. On vous a dit, c'est pas ionisant, c'est la chaleur, il n'y a pas de mécanisme. Tout ça, en fait, c'était des mensonges. Les trois arguments soutenant l'action sanitaire des rayonnements électromagnétiques sont reliés à ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Ça, c'est un concept scientifique important. La seconde loi de la thermodynamique. Pour ceux qui ne le savent pas, la seconde loi de la thermodynamique, c'est une des choses en physique qui est la plus respectée. C'est un peu comme la vitesse de la lumière. Si vous dites que vous allez plus vite que la vitesse de la lumière, vous n'aurez pas beaucoup de fans. La seconde loi de la thermodynamique, c'est encore pire jusqu'à un certain point. Vous vous opposez à ça, vous allez perdre la guerre. Et la phosphorylation oxydative qui vient de la biologie. Je vais parler de la propagation des électrons dans les molécules d'eau, les protons qui se propagent dans l'eau, les antennes et les équations de Maxwell. Qu'est-ce qui se passe quand on ne respire plus? L'anoxie et la manipulation de la physique, le diabète et une nouvelle perception du soleil et des radiations en général. Donc, je plonge. Ça peut être un peu technique par moment, mais vous pouvez demander des explications. Je suis tout à vous. Bon, alors, vous voyez très bien ici, notre environnement est riche en rayonnement électromagnétique de basse tension. Donc, je n'ai pas de point. Est-ce que vous avez un machin pour pointer? Non, vous n'avez pas ça, on est trop pauvre. Peut-être la prochaine conférence. Alors, en haut à gauche, là, vous avez une ligne de haute tension. Et vous savez très bien que si vous viviez à proximité de ces lignes-là et que vous avez des enfants, ils ont un risque au moins doublé d'avoir la leucémie. Et ça, c'est sur la base d'études épidémiologiques qui ont été répétées très souvent. Et de la même manière, un peu en bas, les maisons que vous voyez, il y a des expositions aux champs magnétiques dues au réseau de distribution. Et ces deux sources-là, ce sont effectivement des sources qui sont relativement soutenues, parce qu'il s'agit du courant non seulement de vous, mais de tous les gens autour de vous, en d'autres termes, qui passent dans ces réseaux-là. Donc, pour le cancer, une action soutenue des champs magnétiques est relativement nécessaire. Alors que dans votre maison, là, ici, il y a un diagramme qui montre quels sont les champs magnétiques en nanotesla à différents endroits d'une pièce. Et vous voyez que j'ai encadré le 10 nanotesla, qui est un seuil biologique, plus ou moins, d'effet sur les champs, sur la santé. Et vous voyez qu'à certains moments donnés, là, pour le transformateur de la sonnette, de la porte, pour la radio, pour la télévision, pour le hi-fi, ça va passer ces valeurs-là. Donc, dans votre milieu domestique, en général, vous êtes de temps en temps exposé à des champs nocifs. Le problème des lignes, c'est vu que c'est une moyenne du courant qui est consommé par une grande population, ce sont des expositions qui sont assidues, qui sont continues. Et donc, pour le cancer, c'est une menace. Les champs magnétiques et domestiques, la médiane, ça veut dire la valeur la plus probable, c'est 60 nanotesla. Le L5 la valeur qui est excédée 5 du temps, c'est 290. Et il y a une dominance du réseau de distribution.
Deuxième influence, les retours de terre. Donc, dans la pratique, dans la vie de tous les jours, vous êtes influencé par les réseaux de distribution. Et ça, c'est une chose dont Hydro-Québec était très, très, très soucieuse à un certain moment donné parce que une fois que le courant électrique passe le compteur, il devient votre propriété et votre responsabilité. Et Hydro-Québec aurait été très soulagé si, en fait, c'était les courants domestiques qui étaient très dominants. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Il faut tenir compte des courants des réseaux de distribution. Voilà pour les basses fréquences. Les hautes fréquences, je pense que vous devez être très au courant de ça. Il y a beaucoup de controverses autour de la 5G. Et j'ai encadré en rouge en haut les téléphones cellulaires. Il n'y a personne ici qui n'a pas de téléphone cellulaire, n'est-ce pas? Tout le monde en a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a 2 ou 3? Bien, souvent, j'ai des collègues en Chine, là, mes collègues ont des bourses, là, ils sortent un premier téléphone, un deuxième et un troisième parfois, donc c'est assez typique. Les tours de relais des téléphones cellulaires, le sans-fil, les laptops et tout ça, et je les encadre. Pourquoi? Parce que ce sont des impulsions, des champs magnétiques impulsifs. Il y a des crêtes extrêmement fortes qui portent les données. En d'autres termes, les porteuses de 2,4 GHz ou de 5 GHz, tout ça en soi, ça ne porte pas de données. Il faut les moduler. Et on sait que bien que les fréquences pures aient des effets biologiques, les effets les plus importants sont reliés à la modulation. Donc, lorsqu'on change la modulation, on peut changer l'effet biologique. Et ça, c'est une chose à explorer. Mais il y a également des sources de radiation qui sont plus basses, la radio AM, la télévision, les fours micro-ondes et les radars, qui sont impulsifs aussi, mais qui sont relativement plus rares. Donc, ce qui domine votre exposition, il s'agit de votre téléphone cellulaire, des tours de ce téléphone cellulaire et, naturellement, si vous avez un super ordinateur qui aurait un gros tas d'antennes dedans et qui est extrêmement moderne, il peut avoir beaucoup, beaucoup d'antennes. Ce n'est pas une antenne dont on parle. La plupart de ces antennes-là, c'est ce qu'on appelle des patch antennas qui sont imprimées. Donc, leur capacité d'émettre de manière efficace est reliée à leur dimension. Donc, à chaque fois qu'on a une autre fréquence, il faut avoir une autre antenne. Donc, dans certains appareils, il y a un gros tas d'antennes. C'est presque inévitable. Un peu de la même manière dont ces téléphones-là commencent à avoir beaucoup de caméras. Voilà. Donc, une autre exposition. Et ça, ce sont 2 rapports de l'Agence internationale de recherche sur le cancer, qui est constituée en grande partie d'épidémiologistes. Ces gens-là sont spécialistes de l'examen des dossiers sanitaires dans les populations pour voir s'il y a une corrélation entre certaines maladies et certaines expositions. Donc, en 2002, il y a un monographe de l'Agence internationale qui a déclaré qu'il y avait une relation probable entre, ou possible, là, on ne se chicanera pas sur les mots, entre les champs de basse fréquence et le cancer, sur la base en particulier de la leucémie infantile, parce que c'était pour ça qu'on avait les preuves les plus grandes. À droite, on a un document de 2011 où on dit que, la même chose pour les radiofréquences, que on pense que le gliome est le neurome acoustique. Donc, le gliome est un cancer du cerveau qui est extrêmement létal, dont on ne se remet pas. Un neurinome acoustique, c'est un peu moins grave, mais ça arrive également. Et ça, ce serait relié au fait que vous avez des émetteurs radiofréquences que vous mettez tout près de votre tête. Donc, ces agences-là, cette agence-là a pontifié vis-à-vis de ces effets-là. Malheureusement, ces agences-là ne sont pas des physiciens, ne sont pas des physiologistes, ce sont des épidémiologistes. Donc, ils seraient allés beaucoup plus loin s'ils en avaient su beaucoup plus. Mais au moins, ils ont fait une partie du bon travail. Là, maintenant, il s'agit de la Commission internationale sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques. Ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est un groupe de scientifiques qui ont eux-mêmes travaillé sur le sujet et qui ont des données expérimentales pour prouver que les effets sont bien là. Et ce qu'on sait, c'est que dans toute la littérature scientifique, relativement aux basses fréquences, 90% des chercheurs qui font des essais voient des impacts des ondes de basse fréquence, des champs magnétiques de basse fréquence. Dans les radiofréquences, c'est un peu plus compliqué, c'est probablement 65-70% qui voient des effets, parce que dans les radiofréquences, il y a beaucoup de fréquences différentes, il y a beaucoup de modulations, il y a beaucoup de manières de faire les essais. Donc, c'est un peu plus difficile d'attraper le poisson. Mais c'est quand même
je dirais, très convaincant. Donc, un article à gauche où on faisait la promotion de comment on devrait changer les téléphones cellulaires afin de réduire l'exposition des utilisateurs aux ondes électromagnétiques. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, mais c'est quelque chose que l'industrie ne fait pas tant qu'il n'y a pas une clameur qui monte de la population. Et des politiciens bien placés à Washington me disent, nous, on ne peut rien faire, il faut que ça vienne de la population. Ce qui est un peu troublant. À la télévision, vous pourriez penser que ces gars-là, là, comme, je ne sais pas, Biden ou Trump, ont énormément de pouvoir. Mais quand on leur parle en privé, ce qu'ils nous disent, nous, on ne peut rien faire. Parce que ces gens-là, ces dirigeants d'entreprise-là, sont trop importants pour nous. Et à droite, c'est une analyse qui a été en grande partie concoctée par Ron Melnick. Ron Melnick, c'est le gars qui a fait le design de l'étude du National Toxicology Program, où on a exposé des rats à des fréquences différentes et à des modulations différentes, et ils ont montré qu'il y avait un effet cancérigène. Et naturellement, la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, a tenté d'enterrer ces résultats-là, de les atténuer, que dans le public, on en parle avec des mots différents. Vous connaissez bien comment ça se passe. Et après avoir vécu cette circonstance-là, Ron Melnick est devenu président de notre association. Donc, ça veut dire quelque chose. Bon, alors, les limites de santé. Les expositions au rayonnement de basse fréquence et de radiofréquence ont augmenté considérablement au cours du temps. Mais comme je vous ai expliqué, les impacts sont très bien documentés au laboratoire et par l'épidémiologie. L'opinion de l'industrie sur la sécurité des radiations n'accepte que les impacts sanitaires à court terme et étroitement définis. Pour avoir un agent qui n'est pas dangereux, on restreint notre investigation dans le temps et dans son contexte. Tandis que les risques chroniques sont maintenant documentés par la science. L'infrastructure des basses fréquences ne peut s'adapter du jour au lendemain. Si je dis à Hydro-Québec, demain matin, là, vous réduisez vos champs magnétiques par un facteur de 100, ils vont paniquer. C'est évidemment pas là qu'on s'en va. Ce qu'on veut, c'est que les nouvelles structures soient plus cohérentes avec la réalité scientifique. Tandis que l'infrastructure du sans-fil est dans sa phase de croissance. Pendant la COVID, on a installé des antennes à un rythme accéléré parce qu'on voulait profiter de la situation. Donc, pour l'énergie électrique en haut du tableau, l'industrie dit que ce qui n'est pas dangereux, c'est 417 000 nanotesla. Ça, c'est l'ICNIRP. Ça, c'est le commando de l'industrie. En d'autres termes, l'Institut des ingénieurs en électricité et en électronique, initialement, ont défini un standard et ils se sentaient inconfortables de le défendre parce que dans leurs propres documents, ils disent deux choses. Ils disent, ça couvre tous les risques reliés au champ électromagnétique. Ils disent également, mais c'est basé uniquement sur la chaleur. Donc, ça, c'est un peu une contradiction. Donc, ils voulaient un peu se distancer de ça, donc ils ont créé l'ICNIRP. C'est vraiment Non-Ionizing Radiation Protection. C'est un groupe financé par le gouvernement allemand. C'est des individus qui ont été choisis par l'industrie, qui sont là essentiellement pour maintenir l'opinion suivant laquelle seulement la chaleur est importante dans les risques. À CGIH, ça, c'est les hygiénistes américains, ils disent que c'est 100 000 nanotesla, alors que pour la santé publique, la commission, ça c'est une étude de European Environmental Medicine en Europe, leur comité dit que ça devrait être de 30 à 100 nanotesla, et l'association médicale autrichienne dit que ça devrait être de 20 à 400 nanotesla. Oui, c'est assez embêtant. Donc, entre les deux, il y a un rapport de 250 à 2850. Donc, il y a du travail à faire pour amener ces gens-là à la même table. Et ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a un autre chiffre, l'OL. Ça, c'est Lowest Observed Adverse Effect Level. J'ai mis 25 nanotesla. Ça, c'est mes propres expériences que j'ai faites en laboratoire, où je note que si on compare des cellules qui sont en croissance dans un milieu de 1889, où il n'y avait pas du tout de champ magnétique de basse fréquence,
Et ce que je les mets subitement dans un milieu moderne, bien, les effets sont absolument évidents, des changements dans le nombre de chromosomes pour les cellules cancéreuses à 25 nanotesla. Donc, je suis plus ou moins en ligne avec l'EuroPM et l'Association médicale autrichienne. Voilà pour la basse fréquence. Pour la haute fréquence en bas, bien, ça se développe depuis à peu près 35 années ou plus, sous forme d'impulsion. Et l'industrie accepte, évidemment, ça varie suivant la fréquence, mais le pire, c'est 10 millions de microwatts par mètre carré. Alors que European dit que ça devrait être de 0,1 à 10 000 microwatts par mètre carré suivant les circonstances, et l'Association médicale autrichienne, ça devrait être de 1 à 1000. Donc, on a un rapport de 1000 à 100 millions. C'est beaucoup, ça. C'est très beaucoup. Donc, c'est pour ça que l'industrie est si nerveuse, c'est qu'elle se rend compte que si on tient compte vraiment de facteurs biologiques, bien, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Est-ce qu'on élimine une industrie complète? Donc, on a ce problème-là à résoudre. Ça se fait. Bon, les écarts de protection s'expliquent par une mauvaise compréhension de la physique, par l'industrie, et par des connaissances biologiques superficielles. Les impacts sanitaires des rayonnements électromagnétiques non ionisants et non thermiques seraient impossibles d'après l'industrie pour 3 raisons. Les rayonnements sont non ionisants, vous avez sûrement déjà entendu ça. Les rayonnements sont trop faibles, sont non thermiques, ils ne peuvent pas échauffer le corps humain. Il n'existe aucun mécanisme pour soutenir l'action de ces rayonnements électromagnétiques. Ces arguments permettraient de conclure que le rayonnement électromagnétique aux fréquences d'énergie électrique et du sans-fil est incapable d'activer ou même d'influencer les réactions biologiques. Bien, c'est très beau, ça. C'est très beau. Ça les dégage de toute responsabilité vis-à-vis de l'agent qu'ils vendent. Bon, le raisonnement de l'industrie, c'est quoi? C'est l'énergie d'activation pour l'ionisation des molécules est supérieure à ce chiffre-là, 1,6 10 exposant moins 8 joules, mais l'énergie disponible des rayonnements électromagnétiques est beaucoup plus faible que ce qui ionise les atomes. Donc, sur ce point-là, ils ont parfaitement raison. Donc, pour les radiofréquences, c'est 10 exposant moins 25, 10 exposant moins 32 pour les fréquences d'énergie électrique. Donc, c'est clair, l'ionisation est impossible, mais est-ce qu'elle est nécessaire pour influencer la biologie? Et je me rappelle, lorsque j'étais sur le comité du New Hampshire qui étudiait la 5G, le gars de l'industrie, Eric Swanson, disait « Mais c'est non ionisant. » Le Dr Woods, qui était allumé, il dit « Ça n'a rien à voir, le corps est déjà ionisé. » Puis, on va aller plus loin que ça. Bon, la raison de l'industrie trop faible pour chauffer des tissus. L'énergie thermique des molécules d'eau est de 1,5 10 exposant à moins 20 joules. C'est bien plus important que l'énergie disponible des rayonnements. L'énergie des rayonnements est toute petite. C'est 6,6 exposant moins 25 joules pour les radiofréquences. C'est 4 fois multiplié par 10 exposant moins 32 joules pour les fréquences d'énergie électrique. Beaucoup plus petit, donc ça veut dire que ça ne peut rien faire. Ainsi, tout effet du rayonnement est négligeable face à l'énergie thermique des molécules. Wow! Ça, c'est un autre argument absolument massu. Mais le rayonnement doit-il vraiment rivaliser avec l'énergie thermique des molécules d'eau? Alors, c'est là qu'est vraiment le sophisme complet. Un conducteur métallique, là, les antennes que vous avez dans vos téléphones cellulaires sont faites de métal. Et ces métaux-là sont à température de la pièce. Ils ont de l'énergie thermique. Malgré tout, les électrons d'un conducteur métallique peuvent détecter des minuscules signaux électromagnétiques, même si l'antenne est à température ambiante. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont capables de détecter quand ils sont challengés par une énergie thermique aussi importante? Les champs électromagnétiques environnementaux pourraient-ils influencer le mouvement des électrons et des protons à l'intérieur des cellules? C'est ça, finalement, la question. Est-ce que ces agents-là, ces champs-là, sont capables de faire ce qu'on dit qu'ils font? Alors, on y vient. Aucun mécanisme ne permet l'action biologique des rayonnements électromagnétiques. En réalité, ce qui manquait, c'est une volonté de l'industrie de trouver des mécanismes. Et moi, je me sens extrêmement coupable.
de tout ça, parce qu'à l'époque où je voyais ces standards-là et ces manigances-là se dérouler, je faisais partie de l'industrie. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais à cette époque-là, j'étais junior. Je me disais, mes supérieurs, mes boss doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Alors, comme un enfant, on se laisse endormir, puis on s'imagine que peut-être ils ont raison. On me disait, on a fait un comité spécial pour ça. Mais évidemment, le comité, c'était en grande partie des ingénieurs et des gens sympathiques. Une volonté de trouver des mécanismes, il n'y en avait pas. Un mécanisme central en biologie est le métabolisme des mitochondries sous forme de phosphorylation oxydative. Combien de gens ici savent ce que c'est la phosphorylation oxydative? Tout le monde, c'est ça? Bien, je vais vous le montrer un peu ce que c'est. Repose sur des courants d'électrons et de protons. En réalité, ce qui vous distingue de votre chaise, qui est inanimée, et vous qui êtes vivante, c'est qu'il y a des paquets de courants d'électrons et de protons qui circulent en vous continuellement. Si on les arrêtait, vous seriez mort et vous deviendriez une matière inanimée. Donc, c'est la caractéristique de la vie de maintenir ces courants d'électrons et de protons-là de manière continue. Autrement, vous êtes mort en quelques secondes. Donc, à quoi ils servent ces courants d'électrons et de protons-là? Ils maintiennent le niveau de l'adénosine triphosphate, ATP. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça peut-être? Ah bon, quelques mains, disons qu'il y a des quasi-biologistes. L'ATP, c'est la monnaie de la cellule. C'est comme le dollar américain de la planète, sauf que pour les cellules, c'est de l'ATP. Si l'ATP disparaît, ça s'effondre. Bon, passons maintenant à une analyse physique et biologique impartiale de la question des effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé. Ça, c'est mon analyse à moi. Un riche dossier de publications scientifiques expérimentales, laboratoires épidémiologiques sur le sujet montre que pour ces fréquences-là, l'impossible de l'industrie se produit allègrement. 90% des essais, 75% pour les radiofréquences. Depuis la fin des années 70, la science montre que les effets des champs électromagnétiques non ionisants et non thermiques sur la santé, ça c'est toutes les radiations dont on parle, sont en fait incontestables. Donc, si l'industrie avait été au courant des développements de la science, en 1900, à peu près 78, il aurait dû dire « Ah, on s'est trompé. En fait, les gens qui disent qu'il y a des effets des ondes ont raison. » La preuve repose sur deux principes de la physique et sur la biologie. Et je vous montre ça tout de suite. Les trois éléments, la seconde loi de la thermodynamique. Tout le monde est au courant. Ça, c'est comme je vous l'expliquais, c'est un peu comme la vitesse de la lumière, c'est incontournable en physique. Tous les physiciens vont se dire « Ah oui, ça marche. » L'anatomie de la phosphorylation oxydative, il y a eu 3 Nobel qui ont été décernés pour décrire ce mécanisme-là. Et les équations de Maxwell en physique. Je pense que ça aussi, on dit que les équations de Maxwell sont valides partout du subatomique à l'échelle des galaxies. Donc, c'est quelque chose de sérieux également. Donc, ça, c'est 3 choses que je pourrais désigner comme intouchables. On va utiliser les 3. Bon, toute la question, c'est de savoir, est-ce que les ondes peuvent est-ce qu'elles peuvent activer des réactions chimiques? Donc, Arrhenius, en 1889, une équation très primitive qui était valide seulement pour les gaz, il y avait cette équation-là. EA, c'est l'énergie d'activation. Donc, c'est plus ou moins cette tactique-là que l'industrie a utilisée, cette limite sanitaire de l'industrie utilise l'argument de la non-ionisation, donc la science de 1889. Mais depuis ce temps-là, les choses ont évolué. Eux autres, ils se disent, bien, il y a l'énergie d'activation, comme je l'ai montré dans les diapositives précédentes, est trop faible pour les ondes. Mais en 1935, il y a une nouvelle équation qui était valable, pas pour les gaz, mais pour les liquides. Je pense qu'on est plutôt liquide. Et ça disait qu'ils ont remplacé l'énergie d'activation par le concept de l'énergie de Gibbs, ou l'énergie libre de Gibbs, qui est en fait une autre variable. Si l'industrie, en 1935, avait utilisé cette équation-là, ils auraient dû investiguer le delta G dans toutes les réactions biologiques pour prouver que les ondes électromagnétiques étaient trop faibles pour entraîner des réactions. Déjà ça, c'était quelque chose de beaucoup trop lourd. Ils aimaient mieux rester en 1889. Et en 1935, en
77-78, Bennett Chandler a une équation qui est valable pour les systèmes vivants. Wow! Ça, c'est bon pour nous, ça, parce que je pense qu'on est des systèmes vivants. Et là, vous voyez qu'il y a un terme en rouge qui s'appelle delta S. Delta S, c'est le changement de l'entropie. Donc, à partir de 1978, si on avait suivi le développement scientifique vis-à-vis de l'activation des réactions chimiques, on aurait dû tenir compte de l'entropie. Ah! Et là, on va voir un peu ce que c'est l'entropie. Bon, la seconde loi de la thermodynamique dit que l'entropie augmente toujours. Vous allez me dire, ça fait quoi dans ma vie, ça? Bon, une mesure du désordre. Le désordre augmente tout le temps dans les systèmes physiques, biologiques, dans tous les systèmes de l'univers. La physique croit à ça, dur comme fer. Tout système qui s'organise doit augmenter l'entropie ailleurs pour compenser. Donc là, j'ai illustré de l'ADN, j'ai illustré le nez d'un nématode pour montrer que la vie est très, très, très organisée. Quand vous organisez des molécules et des choses, vous diminuez l'entropie. Mais la seconde loi de la thermodynamique dit que vous devez compenser cette réduction-là par une augmentation de l'entropie ailleurs. La vie étant organisée, elle doit créer des réactions de désorganisation qui compensent le S pour compenser son organisation sous la forme de radicaux libres du métabolisme. Ça, c'est votre fonction métabolique personnelle. Les radicaux libres satisfaisant la seconde loi sont créés par des électrons s'échappant des réactions biochimiques. On sait exactement d'où ils s'échappent. Ils s'échappent du complexe 1 et du complexe 3. Les réactions chimiques impliquent le transfert d'électrons d'un atome oxydé à un atome réduit. Dans les réactions biochimiques, notre nourriture est oxydée, tandis que l'oxygène que nous respirons est réduit. On a besoin de nourriture, on a besoin d'oxygène. C'est le métabolisme d'oxydoréduction des tissus vivants. Alors là, je vous parle un petit peu d'oxydoréduction. Le transfert d'électrons dans les réactions inorganiques se produit généralement sur des très petites distances, d'un atome à l'autre. Un électron saute de l'un à l'autre. C'est ça qui se passe en général, les réactions inorganiques. Mais dans les mitochondries des humains, les animaux et les plantes, la phosphorylation oxydative étire les trajectoires des électrons sur des centaines de nanomètres. En d'autres termes, les électrons ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Les protons ils se déplacent d'un endroit à l'autre, constituant des courants d'électrons et de protons. Donc, la phosphorylation oxydative crée également un regroupement de protons. Ça, c'est un genre de batterie à l'intérieur des cellules. Dans l'espace intermembranaire des mitochondries, ces protons sont utilisés pour créer des molécules d'ATP à partir de l'adénosine diphosphate. Les molécules d'ATP sont exportées dans toute la cellule pour permettre son entretien et sa croissance. Les trajectoires des circuits des protons dans les mitochondries s'étendent sur environ 200 nanomètres. Donc, vous avez une cellule. Dans une cellule, vous avez quelques milliers de mitochondries. Dans chaque mitochondrie, il y a des électrons et des protons qui circulent. C'est nécessaire, sinon il n'y a pas d'ATP. La phosphorylation oxydative, le fait que les courants d'électrons et de protons sont essentiels à la vie, a été proposé en 1961 par Mitchell. Théorie chimo-osmotique, cette physiologie était présente dans tous les manuels de biologie en 1975, a été pleinement acceptée en 1978 lorsque Mitchell a reçu le prix Nobel. Et là, j'ai une illustration. Vous voyez, à gauche, c'est le noyau d'une cellule. Vous voyez comme c'est petit. Le noyau d'une cellule. Puis à côté, vous avez des mitochondries en grand nombre. Dans un œuf humain, il peut avoir jusqu'à 1/3 de million de mitochondries. Dans une cellule cardiaque, il peut y en avoir 50 000. Puis dans chacune de ces mitochondries-là, il y a des électrons, il y a des protons qui circulent, qui sont libres. Alors, comment ça fonctionne? Là, je montre une mitochondrie et je montre le circuit des électrons et des protons. En noir, la circulation des électrons. Les grosses flèches bleues, c'est la circulation des protons. Les électrons disponibles de notre alimentation, notre nourriture rentre en 1 et ressortent en 2, là où on consomme l'oxygène, qui sont ensuite transmis aux molécules d'eau. En fait, ultimement, c'est l'eau qui reçoit les électrons. Les électrons se propagent à travers les molécules par effet tunnel, à travers les gros objets là, que vous voyez là. Les électrons peuvent voyager à travers ça, ou par diffusion à travers l'eau. La chaîne de transfert d'électrons s'étend sur 100 nanomètres. Les électrons créent une concentration de protons dans l'espace intermembranaire, là où il y a le plus. Le transport des protons commence à 1 et se termine à 3, couvrant des distances de 200 nanomètres.
les courants de protons circulent le long de la membrane interne, sans contrepoison. Et là, j'explique exactement comment ça marche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des trajets d'électrons et de protons qui sont absolument essentiels pour toute la biologie. Et ces courants-là peuvent être dérangés par des champs électromagnétiques de quelque valeur que ce soit. Donc, là, j'illustre comment les électrons se propagent à travers une molécule du complexe 1. Et dans le complexe 4, j'illustre comment les électrons et les protons se propagent. À l'intérieur des molécules, les électrons et les protons peuvent sauter d'un endroit à l'autre. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est quand ces électrons et ces protons-là sont sur des trajets où ils diffusent dans l'eau. Un ingénieur électricité, il lèverait la main et il dirait « Docteur Hérault, les électrons et les protons ne bougent pas dans l'eau. » Ils ne bougent pas dans l'eau, les électrons et les protons, quand ils n'ont pas été libérés par un processus actif. En d'autres termes, si on les met, les électrons, et si on les met, les protons, ils se propagent. Alors, une démonstration. Ça, en fait, c'est une boule de sodium et de potassium qui est dans l'air, soutenue d'une pipette. Je vais essayer de recommencer. Non, je vais aller en arrière. Puis, on va tourner en arrière. Tiens, ici, probablement. Ah, non, il n'y a pas de souris. Je l'avais? Par l'avant. Bien, dans le fond, l'expérience, c'est quoi? On prend un matériel, le sodium et le potassium, qui émet des électrons exactement comme le métabolisme le fait. On pousse les électrons dans l'eau. Puis, dans cette expérience-là, les boules de sodium et de potassium sont simplement dans une atmosphère humide. Et il se dépose une couche de 100 nanomètres d'eau sur ces boules-là. Et cette boule-là a une apparence de l'or. Un métal a une apparence de l'or parce qu'il propage les électrons de manière libre. Donc, ça, c'est une démonstration expérimentale que les électrons se propagent dans l'eau de manière extrêmement aisée. Et de toute façon, si c'était très difficile, on serait tous morts. Bon, je retourne en arrière. Voilà. Donc, vous voyez la formation là. Ça a été analysé par des gens qui n'avaient aucun intérêt au conflit qui nous préoccupe. Des purs scientifiques qui ont décidé de faire une expérience pour voir si effectivement, c'était possible que les électrons se propagent de cette manière-là. Et voilà une démonstration absolument éclatante. La mobilité des protons dans l'eau, même sans champ électrique, pour les propulser, les protons libérés sont très mobiles dans l'eau. Ça, c'est très étranger aux gens de l'industrie électrique parce qu'eux, ils connaissent seulement les électrons. Les protons, pour eux, c'est ce que vous avez dans votre piscine, peut-être, pour ajuster le pH. Mais ce n'est pas plus que ça. Mais à l'intérieur de votre corps, les courants de protons sont extrêmement actifs et importants parce que c'est eux, ultimement, qui génèrent de l'ATP. Donc, dans la phosphorylation oxydative, les protons sont donnés au milieu par les complexes 1, 3 et 4, ce qui entraîne une différence de pH entre l'espace. Il n'y a pas de contre-ions aux protons pour ralentir leur mouvement vers le complexe 5. Et je mets des détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, les protons, lorsqu'ils sont libérés par des processus biologiques, se propagent de manière extrêmement efficace. Donc, dans votre corps, vous êtes farci de courants électriques et protoniques de manière continue, sans quoi vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Donc, la différence entre vous et une table, je le répète, c'est ces courants-là. Arrêtez ces courants-là et vous devenez complètement inutile. Et là, je fais un certain calcul. Les électrons et les protons se déplacent continuellement sur de longs chemins conducteurs. 100 nanomètres, dans le fond, par rapport à une molécule d'eau, c'est pas mal long, ça. Donc, l'anatomie établit des trajets d'électrons de 200 à 2000 fois plus longs que ceux typiques des trajets des électrons dans les réactions inorganiques. Une caractéristique de la vie, c'est d'avoir des trajets de charge qui sont très longs. Comme il y a de nombreuses cellules dans le corps, de nombreuses mitochondries par cellule et de nombreuses molécules d'ATP par montre, le nombre de conducteurs de 150 nanomètres dans le corps humain est vraiment astronomique. C'est 18, de 0,28 à 18 sextillions. Je ne me rappelle pas du nombre de zéros que ça veut dire, mais c'est des sextillions que vous avez dans votre corps. Donc, ce n'est pas comme s'il y en avait 5. C'est
Partout dans votre corps, dans tout ce qui est vivant, vous avez ces courants-là. Tous les chemins conducteurs, en fait, sont des antennes. Quand les électrons se propagent quelque part, ils sont sensibles aux champs électromagnétiques, que ce soit des champs magnétiques de basse fréquence ou de haute fréquence. Donc, le principe de superposition est le mouvement des électrons et des protons entraînés biologiquement par votre métabolisme et modifié par le rayonnement électromagnétique de l'environnement. Donc, le rayonnement électromagnétique n'entre pas en compétition avec le mouvement thermique, mais perturbe des charges qui ont déjà été libérées par votre métabolisme. Donc, le principe de superposition de Maxwell dit que la somme en d'autres termes, que deux ondes se superposent de manière très simple. Donc, ce principe s'applique à toutes les ondes, et plus particulièrement aux ondes électromagnétiques, et stipule que lorsque deux ondes se chevauchent dans l'espace, l'onde résultante est égale à la somme des ondes individuelles. Puisqu'il existe un champ qui entraîne des courants d'électrons et de protons longitudinalement le long de l'espace intermembranaire, là je fais référence à la biologie, ce champ peut être perturbé par un rayonnement électromagnétique provenant de l'extérieur du corps, plus précisément par un rayonnement émis par un téléphone portable, une tour de réseau ou un système électrique. Voilà. Là, une autre illustration. Ça, c'est des tests que j'ai faits il y a quand même assez longtemps, là, 1993. Je ne me rendais pas compte de leur signification. On prend le cerveau d'un lapin et on met des électrodes dedans dans le cortex du lapin. Puis là, on lui coupe l'oxygène essentiellement, on lui donne une dose d'anesthésie massive et le sang arrête de circuler. Quand le sang arrête de circuler, l'oxygène arrête d'arriver au cerveau. Donc, il n'y a plus rien dans l'oxydation phosphorylative pour accueillir les électrons. Donc, on éteint les électrons et les protons. Vous voyez ici, là, la courbe d'en haut, c'est avant, puis 6 minutes après, l'impédance du tissu, les caractéristiques électriques du tissu ont complètement changé. Et si je refaisais ces tests-là aujourd'hui, je mettrais moins de points sur la courbe et je ferais des tests à toutes les 15 secondes pour savoir exactement ce que c'est le temps de transition. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vos tissus vivants, en particulier le cerveau, dépendent de manière aiguë de la présence d'ATP qui est générée par des courants d'électrons et de protons qui doivent être là de manière continue. Sinon, vous êtes mort. Et d'autres données pour montrer comment c'est relié au nombre de mitochondries par cellule, dont un tissu qui a des besoins d'énergie plus grands et plus susceptible à l'action des champs électromagnétiques extérieurs. Donc, se fier à une physique de 1889 n'est-elle pas une menace pour la santé publique? La promotion précoce et massive par l'industrie s'est vue sur l'impossibilité des impacts biologiques et sanitaires des rayonnements électromagnétiques non thermiques et non ionisants a induit en erreur de nombreux chercheurs dans le passé, notamment les épidémiologistes. Quand vous êtes un épidémiologiste, on vous demande de regarder des statistiques très compliquées et qu'on vous dit, vous savez, c'est impossible. Finalement, c'est ce résultat-là qu'ils trouvent. Et l'épidémiologie, il y a beaucoup de manières de pousser dans une direction ou dans l'autre. Et les gens même qui font des essais en laboratoire, si on leur dit, vous savez, ça ne se peut pas, ils sont lourdement influencés par ça. Donc, une vue théorique étroite, coordonnée avec une mauvaise appréciation de la physiologie, ont été utilisées pour discréditer des observations de laboratoire épidémiologiques parfaitement valables. De nombreuses occasions de recherche sur les impacts sanitaires des ondes électromagnétiques ont été fermées, l'opinion scientifique étant manipulée pour protéger des intérêts commerciaux à très court terme. Il faut comprendre les entreprises. Leur job à Hydro-Québec, ce n'est pas d'examiner la biologie, c'est de produire du courant électrique. Et lorsqu'ils rencontrent un problème comme ça, ils se disent comment est-ce qu'on peut s'en séparer le plus vite possible. La job des compagnies de télécommunications sans fil, c'est de vendre des téléphones cellulaires. Ce n'est pas de s'inquiéter de votre santé. Moi, je m'inquiète de votre santé. Eux, ils s'inquiètent de leur vente et de leur profit. Donc, qui est le plus crédible? Là, je vous montre en primeur quelque chose de très intéressant. C'est que parfois, il y a des choses qui se produisent en société, parfait, qui sont extrêmement des très bonnes occasions d'examiner l'impact des champs magnétiques, en particulier ici de basse fréquence. À un moment donné, il y a eu un embargo sur l'huile. Vous savez, quand les pays arabes se sont fâchés, puis ils ont dit, on monte le prix, vous n'en aurez plus. Bien, ça, il y a une barre bleue verticale ici qui montre Oil Embargo. Dans le cas du diabète, il y a un délai de 7 ans avant que l'effet d'un impact environnemental soit senti. OK?
Et à un moment donné, l'embargo a cessé. Et la consommation électrique aux États-Unis a augmenté. Ça, en bleu, c'est la consommation électrique de toute la nation américaine, telle qu'elle a été influencée historiquement par l'embargo sur l'huile. On se décale 7 ans plus tard, vous voyez la perturbation en orange sur l'incidence du diabète. Alors, dans mes essais en laboratoire, j'avais prévu que l'effet des champs magnétiques aurait un impact sur le métabolisme et en particulier sur le diabète. Naturellement, on écrit ça dans une publication. La publication est mise sur une tablette et il n'y a personne qui en tient compte. Alors, la vérité en science, c'est que pour qu'une publication ait un impact, il faut avoir l'argent pour en faire la promotion. Il faut aller la montrer, serrer des mains, avoir des amis et toutes sortes de choses comme ça. Autrement, ça va être découvert au moment où quelqu'un, de manière aléatoire, va la repêcher. Donc, ça, c'est une pièce d'évidence. On appelle ça de l'épidémiologie écologique. Ce n'est pas aussi précis que l'épidémiologie formelle où on crée des populations. Mais ça, c'est une nation complète dont on connaît les détails de la consommation électrique et du taux de leucémie. On voit également une trace relativement au Telecom Act qui a permis aux industries de sans-fil subitement d'installer toutes les tours qu'ils voulaient. Une nouvelle vue du Soleil. Les radiations, dans le fond, ce sont des choses qui dérangent les systèmes biologiques. Donc, l'énergie injectée au hasard dans les systèmes vivants est une perturbation. Les émissions nucléaires ou électromagnétiques proviennent d'une diminution locale de l'entropie qui évacue le trop-plein d'énergie ailleurs. Et les merveilleux rayons du Soleil, c'est le trop-plein d'énergie du Soleil qui vous envoie comme ça. De tous les temps, le Soleil a été vénéré comme un dieu. Vous voyez, Ra en Égypte, là, il était sur un bateau puis il se déplaçait au cours de la journée. Le Soleil qui réchauffe notre Terre est extrêmement utile pour fondre la glace et transformer en eau, parce que sans eau, on n'aurait pas de vie. Il est également utile pour alimenter la photosynthèse ainsi qu'un certain nombre de processus vitaux. Mais notre adaptation au cours des milliards d'années au rayonnement solaire et aux champs statiques de la Terre ne doit pas nous aveugler quant à leur potentiel perturbateur quand nous ne sommes que partiellement adaptés au rayonnement ultraviolet. Donc, on est tolérant au Soleil, pas totalement. C'est une tolérance qu'on a acquise au cours du temps. Je pense que c'est la dernière, je serai dans mon temps. Ça, c'est l'eau, le Soleil et l'équation de Drake. Ce que vous voyez ici, c'est une courbe d'absorption de l'eau pour différentes fréquences de radiation. Vous voyez en couleur le visible, ça, c'est la radiation de notre Soleil. Et comme par hasard, est-ce que c'est vraiment un hasard, l'absorption de l'eau de ces radiations-là est absolument minimum. Alors, l'hypothèse dont je parle ici, c'est que pour avoir la vie quelque part, ou pour que la vie évolue, ou pour que la vie se porte bien, il faut non seulement que les radiations fondent la glace en eau, mais que l'eau n'absorbe pas trop des radiations du Soleil, parce que l'eau est déstabilisée par les radiations électromagnétiques. Et à droite, vous avez des fréquences des bandes 5G et du Wi-Fi. Et vous voyez que ça, c'est un graphique. À gauche, l'échelle, c'est entre... une échelle vaut 1000 fois. Donc, ces radiations-là sont absorbées par l'eau de manière beaucoup plus considérable. Alors, l'industrie électrique va vous dire, c'est merveilleux, c'est absorbé par l'eau, ça ne pénètre pas. Mais de la même manière, parce que c'est absorbé par l'eau, ça dérange l'eau. L'eau, ce n'est pas un ingrédient maléfique de la vie, c'est un ingrédient essentiel. Donc, si on dérange les structures fondamentales de l'eau, on n'agit pas dans le sens de la vie. Donc, la radiation électromagnétique non solaire, comme celle du sans-fil, pourrait donc interférer fondamentalement avec la vie, indépendamment de la température, simplement par l'absorption dans l'eau à quelque intensité que ce soit. Je n'ai plus de diapositive. Merci beaucoup pour cette superbe présentation, très technique, mais néanmoins très claire et vraiment présentée avec un angle super intéressant. J'ai bien aimé l'approche.
bon, ils ont leurs critères qui disent que c'est pas possible, que ça cause des effets biologiques détrimentaux. Mais après, OK, ça peut, ces rayonnements-là de faible intensité peuvent affecter le vivant. Les antennes dans nos téléphones sont capables de ressentir l'effet. Alors pourquoi pas notre corps, qui est finalement rempli d'électrons et de protons? L'industrie prend bien soin de ne pas déranger les systèmes qu'ils produisent entre eux, la compatibilité électromagnétique. Mais le fait que ça vous affecte, vous, ça n'a pas beaucoup d'importance, il semble. Il n'y a aucune question sur cette présentation? Oui, allez-y. Ce que vous dites là est scientifique, convaincant. Comment se fait-il que quand Santé Canada, ou je ne sais pas le nom exactement, dit non, la 5G, ça n'a pas d'effet, ils regardent un paquet d'études, c'est sûr, beaucoup d'études viennent de ceux qui font les cellulaires, les IMF, toutes ces choses-là, mais parce que vous dites, ça doit être... Pourquoi? Ils doivent le dire, mais Ouais. les gens ne diront pas parce que les gens ne savent pas. Moi, Oui. je pense que 95% des gens sont pas au courant. Mais Santé Canada, quand ils regardent les études, pourquoi s'ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions que vous Je vais vous expliquer exactement comment ça marche. Je faisais la revue récemment d'un article par Kasperitis, qui était un gars qui a été mandaté par l'Organisation mondiale de la santé pour examiner le cancer relié aux ondes électromagnétiques. Bon, lui, il vient de l'ICNIRP. Puis sur son comité de cet article-là, il y a également 2 autres personnes de l'ICNIRP. Et les autres auteurs, ben, on met un épidémiologiste de réputation pour donner l'impression qu'on a quelqu'un de très haut niveau. Puis après ça, les autres, ça peut être simplement des gens qui sont invités à participer sans qu'il y ait une vraie expertise. Vous savez, on m'a accosté dans des réunions politiques pour dire « ça ne vous serait pas intéressé à aller à Genève, participer à des comités? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à aller à Genève, participer à des comités? Oui, bien voilà. Alors, c'est une promotion. On met notre nom, on devient subitement visible. Donc, constituer des groupes qui sont en fait susceptibles d'abonder dans le bon sens, dans le sens du gouvernement, c'est très facile quand on a beaucoup d'influence. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans la société. C'est que ces sociétés-là de sans fil sont très puissantes, sont bien installées, et elles utilisent leur pouvoir. Qui ne le ferait pas? En d'autres termes, les entreprises protègent leurs intérêts et ils s'arrangent, en particulier avec l'Organisation mondiale de la santé, qui, comme vous le savez, est financée par qui? Voilà, c'est même pas un secret, hein? Donc, ce sont des intérêts privés. Alors, ils ont assez d'influence pour faire dire à ces organismes-là des choses qu'ils ne devraient pas dire. L'histoire du tabac est très intéressante. L'Organisation mondiale de la santé savait très bien que le tabac était nocif, mais ça a pris du temps avant qu'il le déclare. Pourquoi? Parce que les industries du tabac utilisaient leur succursale alimentaire pour donner des aliments à l'Afrique. Donc, en gérant les risques, à certains moments donnés, il y a des décisions qui sont incompréhensibles qui sont prises. Mais c'est, je dirais, aux dépens de l'intégrité scientifique et morale de ces institutions-là. Malheureusement, vous savez que Tchernobyl, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'après cette catastrophe-là, il y a eu 30 morts seulement. On sait que c'est les morts qu'on a pu déterminer immédiatement au site lui-même. Donc, on refuse de dire au public qu'il y a eu des impacts sanitaires parce que l'Organisation mondiale de la santé est en dessous de l'énergie atomique dans la hiérarchie des Nations unies. Donc, ils ne peuvent pas interférer avec les projets de l'industrie atomique. Et apparemment, il est en train de se faire un même deal entre l'industrie du sans-fil ou même l'industrie de la haute technologie et l'OMS. C'est un trafic d'influence. Donc, votre réponse, c'est que le Canada regarde ce que l'OMS fait et donc, c'est ça arrête là. Parce que s'ils regardaient vraiment... Ils copient tous les uns sur les autres. En réalité, ces comités-là, personne ne veut... On dit aux étudiants de ne pas copier en classe, mais en réalité, les comités le font. Et dans le fond, l'industrie, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'étais là quand ils l'ont fait. C'est qu'ils ont constitué une grosse bibliographie qui disait ce qu'ils pensaient. Après ça, ils l'ont donné gratuitement au gouvernement, partout dans le monde, en leur disant « Voyez-vous, on a fait le travail pour vous. »
Donc, la paresse et le trafic d'influence sont très importants pour déterminer ce qui se passe. Merci beaucoup pour votre courage de dénoncer aussi clairement depuis autant d'années. Bravo pour votre travail et de le rendre très digeste. La prochaine conférence va commencer dans 4 minutes. S'il y en a qui veulent une petite pause et qui veulent se rendre à l'autre salle, vous pouvez entamer vos déplacements. On peut aussi prendre les 4 minutes qui restent pour poser une dernière question. Savoir qu'il y avait de l'espoir dans un monde qui est encore plus Wi-Fi que plus avec les autos électriques et tout. Y a-t-il de l'espoir dans l'industrie que ça change la mesure de base? Si l'industrie arrêtait d'avoir peur de la science et qu'elle l'acceptait, on peut toujours améliorer les choses, mais on ne devrait pas fabriquer ou on ne devrait pas construire des ouvrages qui perpétuent un problème. À partir de maintenant qu'on sait que les ondes électromagnétiques sont comme des produits chimiques, qu'on doit les contrôler, il faut commencer à le faire et ne pas continuer à nier l'évidence scientifique qui est claire. Bien, merci à Paul Héroux et merci à André Fauteux, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait vraiment un travail de sensibilisation incroyable dans son magazine depuis plusieurs années. Merci beaucoup.